Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, au petit matin, à la fraîche ou pas, parce que je tourne cette vidéo en période de canicule, j'ai laissé les fenêtres ouvertes donc vous entendrez peut-être des bruits en fond, c'est pas grave. Je vais vous parler d'un film spécial 14 juillet, forcément vu la publication, la date là à laquelle vous voyez donc cette bafouille, et j'ai choisi un film français intitulé La fille du 14 juillet, que je voulais découvrir depuis longtemps. Le premier long métrage d'un cinéaste singulier, Antonin Perez-Jatko, dont j'ai vu La loi de la jungle. Alors, je n'ai pas fait de vidéo dessus. Idem pour La pièce rapportée. J'ai raté son Vadé Rétro, sorti le 31 décembre dernier. Je n'ai pas vu son documentaire aussi, qui parle de l'Ukraine, je crois. Et donc voilà, première fois que j'évoque un auteur vraiment particulier, qui fait partie un peu de cette nouvelle vague. On n'a plus assez de nouvelles à mettre devant le mot vague ici, qui a été mise en avant notamment par les Cahiers du cinéma en 2013. 2013, date de sortie de ce film, avec au casting dans les rôles principaux, alors déjà l'excellente Vimala Pons, qui est une actrice, une artiste complète, venant du cirque notamment, enfin, qui a été à l'école du cirque, et ça se voit dans le film. Et à ses côtés, Grégoire Tachnakian, que je n'ai pas revu ailleurs, je crois. Enfin, voilà, pas dans une prestation importante, mais c'est quand même le rôle masculin principal. Le second étant tenu par, peut-être, l'acteur français que je préfère de sa génération, à savoir Vincent Macaigne, et c'est un film qui lui va très très bien, tout simplement. Dans des rôles secondaires, il y a aussi Marie-Lorna Vaconsan, c'est écrit un peu loin là-bas, derrière, en même temps j'ai un peu tamisé la lumière. Il y a Serge Tinquecoste qui joue un docteur assez excentrique, et des personnalités qu'on a vues par ailleurs, notamment Esteban, qui je crois a rejoué à minima, il y en a d'autres qui ont rejoué évidemment, pour le metteur en scène, et Albert Delpy aussi, qui est là au début du film, un petit caméo de Bruno Podalides dans le rôle d'un flic particulier, la voix off, qui est entonnée par le réalisateur, scénariste aussi, lui-même. Scénariste avec des... Non, pas d'assistants, il y a des assistants réalisation. Je suis en train de découvrir un peu la page Wikipédia. Et c'est un film qui est difficilement descriptible, ou pas en fait. Si on veut être simple, c'est une sorte de comédie potentiellement romantique, road movie. Potentiellement. Et on va y suivre Hector, qui est gardien de musée, et qui va littéralement tomber en pamoison devant une fille qu'il a vue dans son musée le 14 juillet, derrière une statue, là, elle ne lui donnera on ne saura même pas son vrai prénom. Donc elle va se faire surnommer elle-même Truquette. Parce que Truc, c'est pas pour les filles. Et Hector il est un peu timide, timoré, tout ça. Alors, il y a la meilleure amie de Truquette qui va essayer aussi de les mettre en relation. Et Hector et Truquette vont partir, après quelques petites péripéties de début de film, ensemble, mais pas que eux deux, dans un road movie, Hector ramenant son pote Pator, qui est médecin illégal, on va dire, enfin c'est un peu compliqué, donc il y a une forme de fuite, Truquette avec son ami, et en plus le frère de l'ami de Truquette, je crois, et ces gens-là vont vivre une petite aventure, comme ça, tranquille, de liberté, fin juillet, puisque le film commence le 29 juillet, on voit la loi de 1981, il y a un jeu là-dessus sur la scène d'ouverture. Alors, il y a des petits flashbacks de la rencontre, mais après, 15 jours après, il n'a pas oublié finalement, hop, de fil en aiguille, elle va revenir dans sa vie, la fille du 14 juillet. Donc, du 29 juillet, fin des vacances pour les juilletistes, avec le chassé-croisé ou pas, du coup avec les Haussiens, ou pas, parce que, apparemment, en filigrane, il y a une grosse crise économique. Ça fait une politique aussi, attention. Et très politique, engagé, plutôt je dirais, parce que le cinéma est politique de base, comme tout art. Mais le gouvernement a décidé de mettre fin aux vacances. Voilà, grandes vacances, mais il n'y a plus de vacances pour personne. À cause de la crise économique, tout le monde va reprendre le travail début août. Et tant pis pour celles et ceux qui avaient prévu leurs vacances en août. Hop. Donc il y a un petit vent de révolte aussi, à travers ce cinéma, bien sûr. Et il va y avoir quelques petites affaires avec la police, forcément, parce qu'eux, ils ne vont pas forcément rentrer. Mais surtout, on rappelle qu'il y a le docteur, pas vraiment docteur Pator, qui est poursuivi parce que illégal. Et bon, il va y avoir moult péripéties, en lien avec une idée de révolution. Bien sûr, 14 juillet, ça va nous mener peut-être vers la nuit du 4 août, qui est un événement important, important de la révolution, la fin des privilèges, tout ça. Et après, c'est du cinéma, surtout.
Voilà. C'est-à-dire que, premier visionnage, c'est excentrique à mort. Il y a plein de trucs, plein de détails. Tu sens d'ailleurs que ça fourmille de petites choses, que c'est super bien écrit. Il y a des idées quasiment à chaque plan, à chaque scène. Que ce soit des idées visuelles, des idées sonores. Il y a un jeu sur le son. C'est très important ça. Et bien sûr, sur les dialogues et les punchlines. Et des moments qui sont complètement... qui sortent de la narration globale du film. Il y en a une de narration, il y a un fil rouge, quoi. Mais on a des excentricités qui touchent à beaucoup de choses. Et on voit que c'est un film, c'est un premier long métrage, ça se sent, d'une liberté totale. Et rien que ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a forcément des instants dans le film où tu finis par un peu décrocher. C'est exigeant mentalement, c'est bien. Mais bon, tu te dis, ouais, il y a des... Oh, ça déborde. Mais c'est normal, c'est tellement libre que ça déborde, et ça doit déborder. Donc tu ne vas pas tout le temps t'accrocher à tout. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Après, tu es très vite ramené par certaines situations. Et on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup mangé de cinéma d'avant. Et de beaucoup de cinéma. Et bon, il digère, là. Il récupère, il digère tout cela. Il régurgite, mais avec son idée. Et on sent que c'est quelqu'un qui a envie de créer autre chose à partir de collages de trucs préalables. Et ça, c'est la grande histoire de l'art. Forcément, on ne réinvente rien. On a toujours des idées d'influence de choses. Après, tu apportes ta vision. Et ça, plus ça, avec ton approche à toi, ça donne quelque chose d'extraordinaire, de singulier. Et c'est le cas ici. Donc j'applaudis déjà là, monsieur Perez Jachko, désolé, j'ai un peu massacré son nom là, qui vraiment là ne s'est laissé aucune limite. Et évidemment, ça touche à tout. Il y a une idée de nouvelle vague, je disais. Hein. Donc oui, vous allez ressentir une vibe godardienne, notamment sur les passages à Paris. Il y a un truc, peut-être plus romérien après, quand on sera sur la route et tout. Mais là aussi, même godardien. Alors, je dis godardien, il y a une idée. Hein. Après, c'est moderne, c'est modernisé et tout. Mais il y a quand même des fois, des moments que je qualifierais de atemporel, un peu hors du temps, on ne sait plus trop où on est, et même si on est dans notre réalité, on y est pleinement par rapport à une crise économique latente tout le temps, tout ça, voilà. C'est un film très anticapitaliste, anti-système, mais quand même, comme dans une sorte d'univers alternatif, il y a presque une forme d'uchronie dans cette idée aussi, c'est ça qui est passionnant. Donc oui, nouvelle vague, un peu film de vacances, voilà, divers et variés, et... on touche évidemment, alors il y a des idées de l'absurde est là. À un moment, on va citer Kafka directement, avec le fils du fameux docteur Placenta déguisé en Grégor en cafard. une scène énorme, ça aussi. Hein. C'est une scène énorme, parce que le gamin, à un moment, il dit « Ah, on va se réveiller, là, ce monde et tout. » Bah oui, la jeunesse. Hein. Un film qui essaye d'avoir un élan de jeunesse et de nouveaux regards sur les choses. Donc, Kafka, André Breton est cité. Donc, oui, de surréalisme, si on veut. Il y a des moments où on y est, pas loin, dans cette excentricité des choses, mais vous avez plein de petits trucs. Marivaux, parce qu'il y a du marivaudage, cette histoire d'amour potentiel, tu le sens. Ça pourrait être du Emmanuel Mouret à un moment, là, cette histoire dans le musée et tout. Je pense à ça parce que Machen a joué notamment dans un très très beau film. Emmanuel Mouret, il n'y a pas si longtemps que cela, même deux hein, d'ailleurs au final, sur ces 5-10 dernières années. Et... donc Marivaux, Racine, Tchekhov. Tiens, il y a Tchekhov qui sort de nulle part dans cette idée d'été, à un moment. Truquette, pense à la neige, Tchekhov et tout ça. Bon. Alors quand tu vois ça, c'est un film à voir en période de canicule, je sais pas, là, le 14 juillet, parce que moi je fais ça, on est le 21 juin. Voilà, je donne la date. Hein. Oui, j'ai de l'avance. Oui, j'ai de l'avance. Mais peut-être le 14 juillet, est-ce qu'on sera dans une autre période de canicule, dans un monde qui commence à devenir fou en termes de dérèglement climatique, et quand on voit les réactions de certains sur les réseaux, ça fait peur. Bref, ouais, c'est un film à voir en période de grande chaleur, et vraiment t'as la neige, là, et tu te dis, ah putain, t'aimerais bien être transporté 2 secondes là-dedans quand même, hein, sinon tu vas te mettre ta tête dans le frigo, au pire, hein, mais bon, c'est pas à conseiller non plus. Niveau énergie, c'est pas top. Mais bon, et voilà, Tchekhov, Racine, il y a plein de petits trucs comme ça... Et Guy Debord. Ouais, au moment, il y a une référence à Guy Debord. Je crois que je sais pas si c'est un truc de la roue de la fortune là, vous voyez, qui apparaît. Ah, Guy Debord, ça tombe bien, puisque juste avant le film, là, 2 jours avant, j'ai fini de lire La Société du spectacle de Guy Debord. Peut-être que je verrai le film, la version cinéma, et que j'en ferai peut-être une vidéo. Je ne garantis pas ça. Peut-être que je le verrai sans faire de vidéo, parce que c'est compliqué à évoquer comme ça. En impro, c'est des critiques.
Mais oui, Guy Debord, évidemment, hein, du post-marxisme, on y est. Et dans cette idée, justement, que le film essaye de dézinguer un peu cette idée. Et donne une idée d'élan de liberté, possible ou non, c'est compliqué. Et on voit les atermoiements de l'amour. Et voilà, et après tu retiens des scènes. Tout le début est magistral, avec cette scène documentaire. Et je me demande si Viva la Ponce n'a pas tourné s'ils n'ont pas tourné presque en mode pirate. Hein. Un jour de 14 juillet de défilé, on voit Viva la Ponce en train d'essayer de vendre la commune. Hein, voilà, donc avec des pavés en mousse et tout. Je suis sûr que c'est pirate. Est-ce qu'ils ont quand même demandé les droits et tout? Est-ce que c'est des vrais militaires? Je pense pas qu'ils aient reconstitué. Mais avant ça, on a des images d'archives avec les présidents de l'époque qui se sont succédés, à savoir Sarkozy et Hollande, un peu en mode accéléré, on n'est pas loin de Benny Hill, avec une musique militaire. Ouais, Benny Hill, oui, bref, dans cette idée-là, quoi. Et musique militaire sur le papier, mais très vite en mode cirque, quoi. Tu sens quand même que là, on essaye de montrer le côté ridicule des choses, et des bruitages sonores qui rendent les scènes encore plus, plus étonnantes. Des bruitages sonores qu'on retrouvera notamment plus tard quand ils sont arrêtés en voiture. Et là, je pense qu'on touche au cinéma de Jacques Tati. Voilà, si Antonin Perret-Jadco tombe sur cette vidéo, j'en sais rien, ou quelqu'un qui le connaît, peut-être qu'il pourra confirmer cela. J'avoue, j'ai pas lu d'interview, etc. avant de faire cette bafouille. Hein. Donc il y a plein de petits trucs comme ça. Et puis les 10-15 premières minutes sont exceptionnelles. Exceptionnelles. C'est là où on touche à l'absurde. Avec le flic là, à un moment qui tire juste pour montrer l'exemple sur quelqu'un qui fuit. On voit en filigrane la crise économique sur des journaux, donc c'est intéressant, c'est bien écrit aussi, c'est pas lambda, ça a beau être le bazar, on voit qu'il y a une idée, une science d'écriture quand même, c'est pas facile de rendre aussi bien un film un peu absurde, libre et excentrique, c'est pas facile, et je trouve que c'est vraiment du brio on va dire à 75% du temps, c'est vraiment du brio. 75% du temps, vous pouvez deviner ma note, hein, tiens, par exemple. C'est un peu cette idée. Oui, puis après ça s'enchaîne. Alors je vais pas faire tout l'étalage des scènes ici. Je trouve que l'acteur principal est étonnant dans ce côté un peu décalé, timido, truc. En Viva la Ponce, par contre, elle est exceptionnelle. Elle avait été nommée, je crois, à l'époque au César. Elle a eu son César il n'y a pas longtemps. Bon, pour un film que je trouve un peu mineur, sa performance était dedans très bien. Mais bon, elle l'a eu. Et c'est très bien pour l'ensemble de sa carrière, mais elle est exceptionnelle. Là. Et puis d'ailleurs, on voit un moment qu'elle a fait du cirque, parce que l'histoire de la hache qui tombe sur un fruit, là, c'est garanti sans trucage. C'est exceptionnel. Mais voilà, cette liberté-là, c'est une actrice qui représente la liberté. On aurait dû choisir Viva la Ponce comme la nouvelle Marianne, là, quand on voit ça. Une bonne Marianne révolutionnaire, là, tranquille, qui remet en cause un petit peu ce que le monde a créé depuis, au-delà de cette révolution qui fut un beau rêve, une belle utopie ou non, mais qui derrière a débouché sur autre chose au final. Hein. Mais bon, des révolutions il en faut, peut-être qu'il en faudra d'autres, là très très bientôt, à méditer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, en filigrane, cette histoire que le gouvernement veut forcer les gens à travailler. Alors le docteur Placenta, c'est un de mes personnages préférés du film. C'est la folie absolue. Avec sa DeLorean, il est hors du temps, c'est le cas de le dire. Ils sont tous hors du temps. Puis ces petits moments road trip, des libertés absolues à boire du champagne à travers les vitres comme ça, en conduisant, on voit que les acteurs et actrices ont vraiment joué un moment de liberté. Limite, ils sont partis ensemble en vacances, ils ont tourné, quoi. Ça donne vraiment cette impression. En plus, ils se connaissent plus ou moins tous, un peu de la même vibe. Il y avait un film de Justine Triet à peu près à l'époque, La bataille de Solferino, ça m'a fait penser à ça. C'est beaucoup plus terre à terre, hein, mais une idée d'Uchronie un peu ou pas. Il y a quelque chose de passionnant, enfin pas de tout, c'est pas du Uchronie, la bataille de Solferino, hein, en fait, mais c'est beaucoup plus. Mais il y a cette idée, il y a quelque chose. Je crois que c'est la même année en plus. Si je me trompe, tant pis, mais je sais pas si Perret-Jadco et Trier se connaissaient, mais ils font partie de cette nouvelle vague de scénaristes et de réalisateurs et tout, et actrices, acteurs, voilà. Et il y avait McCain hein, dans la bataille de Solferino, entre autres. Enfin bon. Et pas Viva la Ponce, je sais plus. Il faudra que je le revoie parce que c'est un vrai bon film. C'est peut-être mon Trier préféré d'ailleurs. Hein. Petite parenthèse refermée. Donc cette idée de nouvelle liberté, mais aussi on questionne les effets sociaux derrière et comment les gens évoluent là-dedans. Voilà, c'est avec une forme de... Mais quand même, ça en dit long, hein, beaucoup de petits trucs, de petits détails comme ça, où dans des faux semblants, tout le monde essaye de vivre sa crise autrement, mais on voit quand même une envie de rentrer dedans aussi, dans pas mal de choses, rien qu'avec le gamin déguisé donc en Grégor Samsa, là. Voilà.
Et puis bon, après, il y a des histoires sur la plage, il y a un mec, il y a la guillotine aussi qui est référencée avec des deux bourgeois aristos, là. La guillotine, il y en a un qui perd son doigt, son bras, et plus si affinité. Et après, il y a une vraie fin libertaire, un peu en fanfare, c'est presque quasi révolutionnaire le final aussi, pour tenter vers de nouveaux horizons, peut-être d'autres choses. On pourrait parler de ce film pendant des heures en fait. C'est le genre de long métrage qu'on pourrait voir limite scène par scène et analyser des trucs et en discuter pas mal de points. Donc c'est une vraie petite réussite, petite pépite du cinéma français et autres, qui d'ailleurs peuvent largement prouver à certains détracteurs de notre cinéma que non, il n'y a pas que les tuches et autres trucs comme ça. Et qu'on a besoin d'une belle diversité de cinéma dans notre pays qui est très riche et qui fait partie des meilleurs cinémas modernes et actuels du monde, hein, tout simplement. Il suffit de savoir où regarder et quoi regarder. Et parfois découvrir sur le tard certaines choses comme celle-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de détails, de scènes hein, que je n'ai évidemment pas évoqué ici parce qu'à un moment, voilà, hein, il faut que je le digère aussi le film, mais en tout cas ça m'a bien plu. Ça m'a évadé par moments, ça m'a aussi donner un peu envie de rentrer dedans, c'est important, parce que 2027 arrive, et croyez-moi, il va falloir être présent en 2027, il va falloir être incisif et combatif, parce que ce sera un vrai tournant. Et si on veut continuer à avoir une certaine forme de liberté globale, artistique aussi, mais pas que, il va falloir vraiment, vraiment s'engager, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, à vous la parole, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!